Merci de rester avec nous. C'est la dernière partie du World Forum. Nous parlons du Covid-19, l'évolution de la maladie au Togo et dans le monde, avec Dr Apelete Yao Agbobli. Il est le directeur général du Centre hospitalier universitaire Campus de Lomé, et Dr Kokou Tossa, responsable du Centre des opérations de santé publique. Et pour cette partie, on va répondre spécifiquement aux questions des téléspectateurs, des questions envoyées aux spécialistes sur le plateau à travers nos réseaux sociaux, les comptes Twitter, Facebook et WhatsApp. Et nous allons commencer avec cette première question qui nous vient du Niger. La question nous dit: pourquoi on ne voit jamais les malades du Covid-19, les malades et les morts? Pourquoi vous les cachez, docteur Agbobli? Merci pour cette question. Un malade a besoin d'intimité. C'est son droit le plus absolu. Il n'a pas à s'exposer. Et au même titre qu'on respecte l'intimité du malade, on respecte la dignité des morts. Il est hors de question d'exposer aux besoins de transparence les cadavres. Mais une chose est certaine, beaucoup de vos confrères nous ont déjà abordé pour voir dans quelle mesure des patients guéris de Covid-19 peuvent témoigner. Ceci n'est pas exclu, mais il va falloir avoir leur consentement et ceci pourra se faire. Les morts n'ont jamais été cachés, du moins à leur famille. On n'a jamais eu à enterrer quelqu'un sans la participation des membres des familles. Mais la mesure est dictée et qui est respectée, c'est que l'on ne doit pas avoir plus de 15 personnes aux obsèques, à l'inhumation, au cimetière. Voilà ce qui est fait. Donc, tout décès de Covid-19 est enterré de façon digne, mais bien sûr sécurisé pour éviter que d'autres personnes ne soient exposées. Voilà ce qui se fait, ce qui est organisé. On ne laisse pas le corps aux familles, mais c'est le personnel médical formé sur la prévention et le contrôle des infections qui traite le corps, et en présence de la famille qui vient voir pour une dernière fois leurs membres, on procède à l'inhumation. Ça me permet de vous poser une question sur une polémique suscitée en milieu de semaine, une polémique autour d'un corps suspect qui n'était pas encore déclaré malade à coronavirus, qui a été enterré avant. Et donc les résultats, puisque les résultats traînent un peu, on savait où garder le corps. Donc de pareilles circonstances, qu'est-ce qui conviendrait? Je n'ai pas bien compris. Parce que c'est un décès suspecté. Oui. Et donc, les prélèvements ont été faits après la mort. Et le corps enterré avant la sortie des résultats. Voilà. Dès lors qu'on suspecte, c'est qu'il y a une probabilité. Ouais. On se dit qu'on a la chance, au cas où ce sujet était contaminé, qu'il transmette la maladie à d'autres personnes. Donc, on fait comme si le test est positif. Donc, c'est de s'entourer de toutes les précautions pour éviter de contaminer, mais tout en respectant la dignité. C'est bien fait d'ailleurs que le prélèvement ait été fait et envoyé au laboratoire. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, tous les résultats sont donnés en moins de 24 heures. On n'a pas de résultats qui traînent au-delà de ce délai. Oui, même avant 24 heures, faut-il garder le corps en attendant la publication des résultats ou l'enterrer tout de suite? Et je ne sais pas exactement dans quelles circonstances ça s'est passé, mais l'approche est celle-là, éviter que d'autres personnes ne entrent en contact. Garder le corps pour 24 heures, ce n'est pas quelque chose d'impossible, mais s'assurer que les conditions de conservation n'exposent pas d'autres personnes. C'est l'élément important à retenir. Docteur Tossa, est-ce que faire parler les malades, est-ce que ça ne peut pas contribuer à plus de sensibilisation, à plus de conscience? Généralement,
les personnes qui ont guéri de certaines maladies que nous connaissons, que nous avons eues, sont un peu des exemples vivants qui nous ont beaucoup aidés, qui ont donné un visage humain à la maladie, qui ont favorisé la compréhension par les personnes qui ont besoin de témoignages. Je pense que classiquement, cette méthode-là a beaucoup aidé dans la sensibilisation des populations contre les maladies et ont suscité beaucoup de volonté aussi d'autres personnes atteintes pour se dévoiler et parler. On va répondre au 91 62 16. 91 62 16 qui pose deux questions au plateau. La première question, si la plupart des décès constatés au Togo sont liés à des comorbidités, comme les spécialistes l'ont dit tout à l'heure, quelle est la part réelle des décès dus à 100% au coronavirus? Docteur Tosa. La part des décès à 100% dus au coronavirus, je pense que nous avons des données qui peuvent nous permettre de sortir le pourcentage dû réellement au coronavirus. Mais ce que je veux dire, c'est que la plupart des malades que nous avons enregistrés, la plupart des personnes contaminées par le coronavirus restent sans signe. Et comme nous l'avons déjà dit, un fort pourcentage des décès que nous avons enregistrés est lié donc à la cohabitation du coronavirus avec certaines maladies comme l'hypertension, le diabète, les cancers et autres. Et autres, les cancers et autres. Et donc la part vraiment des décès spécifiquement liés au coronavirus est très très faible. Je n'ai pas de chiffres précis ici à donner ici même. Autrement dit, est-ce que quelqu'un est déjà décédé au Togo du coronavirus sans un terrain favorable, sans d'autres maladies associées? Oui, à ma connaissance, il y a pu avoir des décès sans autres facteurs de comorbidité. Lorsque nous parlons de diabète, de l'hypertension, il y a eu des enfants qui sont décédés de coronavirus. Ils ne sont pas diabétiques, ils ne sont pas hypertendus. Donc, c'est possible. Il y a eu des cas, sauf que je n'ai pas de statistiques bien précises par rapport à la part réelle du COVID-19 dans la mortalité que nous avons enregistrée. Sa deuxième préoccupation, on constate qu'il y a allègement du couvre-feu au Grand Lomé dû à la stabilisation de la courbe d'évolution de la maladie. Alors, ne fallait-il pas attendre l'amorce de la descente de cette courbe avant de prendre cette mesure d'allègement? Docteur Agbogli. Je pense que la prise de cette décision a été basée sur un certain nombre d'indicateurs. Il n'y avait pas forcément que l'amélioration de la courbe liée à l'expansion de la maladie. Il y a d'autres éléments à prendre en compte sur le plan aussi bien social, sur le plan économique. Il y a d'autres paramètres qui ont dû intervenir. Donc, les mesures sont adaptées au contexte et je ne doute pas que le gouvernement se soit entouré de suffisamment de précautions avant d'aller dans ce sens-là. Si le chemin retour s'impose, il n'y aura pas d'hésitation à durcir les mesures. Le gouvernement est-il allé un peu vite en besogne, docteur Tosa? Il ne faut pas compter sur vous pour le dire quand même, non? Non, je pense que le gouvernement agit pour le bien supérieur de la population et le gouvernement est à l'écoute des souffrances, des voix qui s'expriment. Et donc, il n'y a pas que la maladie, surtout une maladie où on ne voit pas les cas, surtout une maladie où on ne voit pas les décès et on sait que les gens sont atteints et qu'ils sont bien portants. Je pense qu'il faut regarder l'homme dans son entièreté. Et il y a les problèmes de santé, mais les gens doivent vivre. Et donc, je pense que c'est tous ces facteurs combinés qui ont amené à cette prise de décision.
cette prise de décision. Mais donc, de toutes les façons, les chiffres dans les prochains jours vont dire si oui ou non le gouvernement a pris une bonne ou une mauvaise décision. Tout à fait. On peut retourner donc à nos téléspectateurs. Alors, le 99 11 86 63 99 11 86. Alors, il dit qu'est-ce qui est dit concernant la réouverture des écoles étant donné que la situation se stabilise? Voilà, on va déjà en conjecture. Docteur Agbobli. Bon. À ma connaissance, rien de formel n'est encore dit, mais les évaluations sont en cours. Au moment opportun, nous serons tenus informés. Bah, c'est très diplomatique comme réponse. Donc ça, si la situation se stabilise, est-ce qu'il faut rouvrir les écoles? C'est la préoccupation de notre téléspectateur. Bon, nous savons que dans certains pays, la question a été évoquée et que les gens se sont permis de faire une programmation même déjà de la réouverture des établissements scolaires. Et en tout cas, il faut une évaluation sérieuse. Et il faut aussi voir un peu l'impact des mesures barrières sur l'évolution de la maladie et voir si dans les établissements, on peut vraiment continuer à respecter ces mesures barrières-là. Et de toutes les façons, la situation qui se stabilise ne concernerait que Lomé, alors que pour reprendre les cours, on ne peut pas se limiter à Lomé. Ouvrir les écoles à Lomé et puis laisser l'intérieur du pays. Parfaitement. Donc, il y a beaucoup de questions aussi envoyées par SMS, mais qui ne pourront pas afficher à l'écran. Hein. Donc, les questions, pour les voir, pour que nous puissions les traiter, envoyez-les à travers les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp et puis Twitter. Alors, une question, on va prendre quand même. Hein. Une question, bonsoir, les docteurs, s'il vous plaît. Pourquoi jusqu'alors, on ne permet pas aux masses médias d'inviter les personnes guéries du Covid-19 pour témoigner des symptômes et de comment ils ont été guéris de la maladie? Ceci mettrait plus en confiance la population. C'est Thierry qui nous écrit depuis Anié. Bon, on en a parlé un peu. Oui. Alors, docteur Agbobli, vous avez... Ceci n'est pas exclu. Ça peut venir. Il y a un travail de fond à faire en amont. Parce que, avouons que la peur occasionnée par cette maladie a amené à des comportements non adaptés, où des gens ont été victimes de stigmatisation. Donc, il faut justement s'entourer de précautions, voir tous ces contours, avoir le consentement des patients guéris avant de pouvoir aller à ça. Donc, il y a un travail de communication à l'endroit de la population à faire en amont avant de pouvoir arriver à cela. Des témoignages à visage découvert comme voilé, ça peut se faire. Donc, tout est question de tact. C'est important, j'insiste là-dessus. Il faut qu'il y ait adhésion des premiers intéressés. Nous prenons des initiatives. Nous sommes en contact donc avec les responsables. Peut-être dans les jours à venir, nous pourrons réaliser ce qui est demandé. On va prendre encore une question venant des SMS. Merci pour votre initiative. Ailleurs, dans certains pays, on dit que le pic est atteint ou il est attendu dans un certain nombre de semaines. Dans le cas du Togo, est-il déjà atteint? Sinon, dans combien de semaines doit-on l'attendre? Si oui, comment expliquez-vous les rebonds du nombre de cas, puisqu'entre-temps, le pays était à moins de 25 cas? Docteur Tossa. Merci beaucoup. Et nous l'avons dit au cours de cette émission, dans beaucoup de pays aussi, on avait fait des prévisions sur le pic qui n'ont pas été, les choses ne sont pas passées exactement comme ça a été prédit, parce que en fait, c'est des outils mathématiques qui sont utilisés pour prédire le moment où il y aura le plus grand nombre de cas. Et ces outils-là se basent sur les informations dont on dispose. Et si vous ne rentrez pas les informations fiables, l'outil ne va pas vous sortir la meilleure des prévisions, la prévision la plus réaliste. Au Togo, je pense que nous approchons la période du pic prévisible. Et
après, l'évolution de la maladie peut être vraiment très lente. La maladie risque de prendre beaucoup de temps pour disparaître. Nous, ça aussi, nous l'avons dit au cours de cette émission. Et voilà, donc c'est un peu les prévisions qui ont été faites concernant notre pays par rapport aux informations dont nous disposons sur la situation. L'OMS, dans ses dernières études, estime que l'évolution de la maladie pourrait être plus lente sur le continent africain qu'ailleurs. Est-ce qu'on peut prendre au sérieux cette information? Oui, c'est possible que... L'OMS, d'abord, c'est une organisation sérieuse, donc tout ce qu'elle dit doit naturellement être pris au sérieux. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donald Trump a vertement critiqué l'OMS et même a suspendu la contribution des États-Unis à cette organisation. Ce sont des avis, mais pour ce que je sais de l'OMS avec qui nous travaillons, l'OMS pose des actes sérieux et je ne pense pas que l'on puisse douter. Mais je reviens sur ce que j'avais dit. Tout ceci est prévision pour pouvoir nous aider à mieux nous organiser, à mieux structurer la riposte. Donc, on n'est pas encore sorti de l'aubaine. Nous avons tout intérêt à garder le cap. Une question de Facebook. Alors, bonsoir le plateau. Est-ce qu'une personne guérie peut-elle encore être contaminée, peut-elle encore être infectée, docteur Tossa? Oui, cette question, merci pour cette question qui est très importante. D'ailleurs, quand nous sortons les malades ici, nous les mettons dans le panier de tout le monde. Ces personnes doivent observer les mesures barrières, se comporter comme tout le monde. Et l'évolution de la pandémie ailleurs a démontré d'ailleurs qu'une personne guérie peut refaire la maladie. Il faut que ce soit très clair. Voilà. Peut refaire la maladie dans quel délai? Bonne question, sauf que nous n'avons pas encore suffisamment de recul. Dans les données que nous avons au Togo, du moins les patients guéris au Togo, nous n'en avons pas encore enregistré qui soient revenus malades. Peut-être certainement qu'ils ont observé les mesures qu'on leur a conseillées. Mais quelqu'un qui relâche, on ne sait pas exactement comment ce virus va pouvoir se comporter et rien n'exclut qu'il revienne contaminé. Bon, c'est une question qui revient régulièrement. Ça veut dire qu'elle tient à cœur aux téléspectateurs. J'aimerais savoir par quels moyens le Togo arrive à traiter le Covid-19. On doute un peu en filigrane, hein, c'est ce que je lis. De votre protocole, docteur Agbobli. Alors, c'est une question qui revient souvent. Bien. Au Togo, actuellement, nous avons adopté le protocole associant l'azithromycine à la chloroquine. Et en plus de ce traitement spécifique, il y a d'autres traitements complémentaires. Et ces traitements complémentaires sont en fonction du tableau clinique du malade, ce que le malade présente comme manifestation de ce qu'il a comme autre maladie. Et vous avez pu voir le taux de guérison qui va en s'améliorant. Ça veut dire que nous avons pour le moment de bons résultats avec ces traitements. Mais il est également important, comme je le dis, c'est un traitement qui est pour le moment empirique. Il faut prendre une décision forte pour pouvoir s'engager dans la voie-là. Et il va falloir qu'à un moment donné, on puisse évaluer la réelle efficacité de ce traitement et pouvoir nous situer. Mais les résultats que nous avons ne déçoivent pas. Nous avons pas mal de malades qui sont guéris. Ceci est encourageant. Il me semble que vous avez un petit souci de connexion Internet. Donc, je vais continuer avec les questions SMS. Alors, quels sont les taux de cas? Combien de personnes sont guéries? Combien de décès à Madagascar? À partir de ces chiffres, est-ce qu'on ne peut pas juger de l'efficacité du Covid Organics? Bon, pour le moment, on dit 0 cas. Docteur Tossa.
Je n'ai pas bien saisi la question. Hein. Il estime est-ce qu'à partir des statistiques de Madagascar, on ne peut pas juger de l'efficacité de leurs produits fétiches Covid organismes. Étant donné qu'ils ont 0 cas, ça veut dire que le produit marche. C'est ce qu'il veut dire. En Zéro réalité. décès. 0 décès. Ouais. Voilà, c'est ça, 0 décès. Tout à fait. Non, je pense que à défaut d'avoir des données claires, des données scientifiques, des données objectives sur la situation de Madagascar, on peut à vue d'œil dire que le traitement a eu un effet, d'autant plus qu'ils ont eu 0 décès, ce qui est spectaculaire par rapport à ce que beaucoup de pays ont déjà eu. C'est tout ce qu'on peut dire. Maintenant, il faut voir, est-ce que c'est vraiment 0 décès qu'ils ont eu? Est-ce qu'il n'y a pas une sous-notification? Bon, est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs? Moi, ici, je ne saurais le dire. Je ne connais pas bien le cas du Madagascar. Peut-être ça. Docteur Agobli. Oui, docteur Agobli, tout à fait. C'est une analyse ou une comparaison difficile à faire, hein, et je ne leur souhaite pas qu'il y ait des décès. Alors, un téléspectateur 97 24 76, 97 24 76, lui il est très court, il demande le bilan quotidien du Covid-19. Donc aujourd'hui, nous en sommes à 153 cas avec 10 décès hein, 87 guéris. Et donc les personnes guéries, il nous a été abondamment dit que c'est le test qui est fait. Alors, peut-être prochainement, est-ce qu'il faudra ajouter les personnes guéries? Est-ce que ce sont des personnes asymptomatiques ou des gens qui ont fait la maladie? Parce que dans les cas qui existent aujourd'hui encore, combien sont symptomatiques? Combien sont asymptomatiques? Exactement. D'accord. Je pense que ces détails pourront être complétés, hein, naturellement. C'est des données qui existent. S'il y a nécessité et utilité, je pense que ceci peut être communiqué. Il peut y avoir utilité parce qu'aujourd'hui, il serait intéressant de savoir combien de personnes sont internées au CHR Lomé Commune, qui est le centre dédié au traitement des malades. Hein. Oui, en la matière, je tiens à dire, dans la gestion de cette riposte, il y a un élément phare, c'est la transparence dans la communication. Il n'y a rien de caché et la preuve est l'existence de ce site du gouvernement sur lequel on fait la mise à jour des données au quotidien. Et c'est des données fiables, il n'y a rien de caché. 91 12 93 91 12 93. Alors, est-ce qu'un patient guéri du Covid-19 peut contaminer un autre? Bon, pour déclarer quand même un patient guéri du Covid-19, c'est que ce patient ne porte plus le virus. On constate clairement à travers les examens que la charge virale s'est carrément annulée. Donc, normalement, un malade guéri du Covid-19, déclaré guéri du Covid-19, ne peut plus transmettre le virus. Alors, mais il est prudent quand même que les mesures barrières soient respectées, je l'ai déjà dit. Il est prudent que les mesures barrières, parce que le malade, s'il relâche, lui, il peut reprendre la maladie. Mais quelqu'un qui est déclaré guéri ne peut pas, du coup, contaminer dans cet état-là. Oui. Comment est-ce que nous déclarons les sujets guéris? Quelqu'un qui a été hospitalisé, fait objet de surveillance, et au bout de 5-6 jours, on fait un test à la recherche du virus. Si le premier test est négatif, on refait un deuxième 48 heures ou 72 heures maximum plus tard. C'est après 2 tests successivement négatifs qu'on déclare la personne guérie et on la sort d'hôpital avec obligation pour elle de pouvoir continuer par respecter les mesures. Ceci étant, celui chez qui on n'a plus retrouvé de charge virale ne devrait pas a priori contaminer. Mais pour son bien, et nous sommes également en face d'une maladie à plusieurs facettes non encore maîtrisées, c'est prudent pour lui de pouvoir se protéger, sinon il peut facilement se recontaminer. 92 99 09
92 99 09. Alors, nous sommes totalement confus à propos des informations que nous avons. Le site du gouvernement nous donne des chiffres et ailleurs, comme dans une vidéo qui a circulé d'une télévision ivoirienne, on nous a dit autre chose. Alors, vous avez certainement eu vent de cette vidéo d'un journal télévisé de la Côte d'Ivoire présentant le Togo comme un pays qui a enregistré plus de 600 cas. Qu'en dites-vous, docteur Tossan? En tout cas, pour nous qui sommes acteurs dans la cellule sectorielle, c'est quand même un fake news. Donc, c'est clair parce qu'au quotidien, et nous faisons état de la situation de manière très transparente. Il ne peut en être question. Mais déjà, des investigations ont montré aussi que ce n'est pas seulement pour le Togo que cette communication est fausse. Pour la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, les données publiées étaient fausses. Et je crois que des initiatives sont prises pour démentir à tous les niveaux ces informations qui ne visent probablement qu'à envenimer la situation et à des fins qu'on ne maîtrise pas. C'est vrai, il peut s'agir d'un lapsus aussi, parce que c'est un homme qui a parlé, enfin un homme avec grand H. Un lapsus avec des chiffres affichés, pas pour un seul pays, je ne pense pas. Bon, donc, quelle est sa source? Puisque c'était une liste, son regard peut être dirigé. Possible, mais quelle était sa source d'information? Et ce qui est clair et établi, les sources officielles d'information, c'est là où il faut aller. N'allons pas chercher là où il ne faut pas. Il peut y avoir des erreurs sur le site du gouvernement même. Il y a 2-3 jours, il y a eu une erreur de quelques minutes où on a présenté combien 300 quelque chose morts. Ça peut arriver. Ici, c'est systématisé. Ça s'étend sur plusieurs pays et des chiffres qui s'écartent beaucoup de la réalité quand même. Ça, ce n'est pas systématisé. Ça, c'est clair. D'accord. 90, 92, 86, 91, 90, 92, 86. Alors, il nous demande qu'est-ce qu'un cas contact et dans quel quartier de Kara y a-t-il eu un cas contact? Je ne sais pas si vous êtes au courant de ces informations. Docteur Tossa, qu'est-ce qu'un cas contact? Oui, un cas contact, c'est une personne qu'on soupçonne pour des raisons évidentes d'avoir été en contact d'une personne contaminée. Ce contact peut être physique. Généralement, c'est physique, c'est qu'ils ont été ensemble et donc ils ont mené des activités ensemble, ils ont interagi et donc il y a suspicion qu'il y ait transmission du virus de la personne contaminée à la personne au cas contact. Et donc, quand on a un cas contact, systématiquement, nous mettons cette personne, nous isolons et puis nous faisons le test pour voir si cette personne est contaminée ou non. Alors, la deuxième version, enfin, le deuxième volet de sa question, est-ce qu'il y a eu un cas contact à Kara ces derniers jours? Et du moment où on a découvert une personne contaminée à Kara, il est normal que cette personne ait des contacts. La personne a une famille, la personne a des collègues. Et d'ailleurs, systématiquement, au niveau du ministère de la Santé, quand il y a une personne contaminée, on a découvert le virus chez une personne, systématiquement, on cherche toutes les personnes qui ont été en contact avec le cas. Et parfois, par personne contaminée, on peut découvrir jusqu'à 40 cas contacts. Et ça, c'est le travail que font au quotidien les agents de santé. Et c'est un des points forts de notre système. Et donc, toutes ces personnes contactent, vous vous rendez compte qu'on les isole et puis on les teste pour avoir la preuve qu'ils soient contaminés ou non. Ça veut dire que dans une certaine mesure, vous aussi, vous êtes des cas contacts, et peut-être nous aussi, parce que en tant que médecin, vous êtes au contact des malades. Tout à fait, nous sommes des êtres sociaux, on ne vit pas isolé dans la nature. Dès lors encore que cette maladie peut être transmise par quelqu'un qui ne manifeste pas de signes, nous avons d'une façon ou d'une autre, dans notre parcours, nous avons pu être en contact avec un sujet contaminé. Même au-delà de ça, vous êtes médecin, vous êtes en contact avec les malades.
Oui, mais je prends mes précautions. Et avec des collègues qui sont en contact. Alors, on va prendre le conseil du 90, 98, 18, 90, 98, 18. Alors, il en parle sans détour. Hein. N'écoutez pas l'OMS. Hein. Allez vite chercher le Covid organisme. Sinon, ça va finir. Prenez, si ça ne marche pas, vous jetez. C'est son conseil. Un téléspectateur, il a le droit de s'interroger. C'est son opinion, je pense. Non, je pense que l'OMS a quand même ce mérite et cette particularité que l'OMS fait le point. Avant de prendre position, l'OMS examine toutes les grandes tendances avant de prendre position. L'OMS n'a pas intérêt à suivre un savant ou bien un pays. L'OMS est un réseau de savants qui statuent de manière claire et évalue tout ce qu'il y a comme information avant de prendre une décision recommandable au pays. Et l'OMS est soucieux vraiment de la situation des pays les plus pauvres. Je vais ajouter un élément. En aucun cas, ce n'est pas l'OMS qui donne l'autorisation ou non de fabriquer un produit ou bien de le mettre sur le marché. L'OMS, dans son approche, voudrait s'assurer que la démarche scientifique nécessaire pour développer un produit qui ne soit pas nuisible a été respectée. L'OMS recommande, voilà la poursuite de l'OMS. L'OMS n'a jamais interdit le développement d'un produit. Un développement selon un protocole bien connu. Bien scientifique, bien ficelé. 96 51 30. 96 51 30. Alors, sa question est un peu cocasse. Parlons aussi de bonnes nouvelles. Peut-on avoir l'impact du confinement couvre-feu sur la fécondité? Je veux faire allusion à l'explosion des cas de grossesse après le confinement. Plus de 9000 cas au-dessus de la moyenne. Y a-t-il actuellement de telles statistiques pour le Togo? Non, j'avoue que je ne saurais vraiment m'aventurer sur ce terrain. Franchement, je n'ai pas de données et je ne peux que dire des suppositions subjectives. Je préfère chercher les informations. C'est une invite à ce que vous puissiez peut-être appeler ici sur ce plateau des spécialistes de la santé, de la reproduction ou bien les spécialistes de la population pour nous en parler. C'est une invite aussi à Dr Agbobli d'agrandir sa maternité s'il en a aussi à Chukabu. Dr Agbobli, préparez-vous pour agrandir votre pédiatrie et votre... J'avoue que ça, c'est pas évident. 99 57 26 99 57 26 toujours le Madagascar. Est-ce que le Togo a reçu du Covid organisme ou pas? Oui ou non, docteur Agbobli? Avec certitude, le Togo, je n'ai pas connaissance que le Togo a reçu de Covid organisme. Le Togo n'a pas reçu. Mais certains pays africains ont passé commande. On a parlé de la Guinée équatoriale, la RDC, le Sénégal, le Niger a reçu une cargaison la dernière fois. Oui, nous avons suivi également sur les médias. Je pense que le jour où le Togo aura décidé de prendre, les médias seront invités. Rien ne se fait de façon cachée dans la gestion de cette crise. Bon, lui, on en a déjà parlé. Il parle 93 44 00. 93 44 00. Alors, je suis togolais, c'est pour voir le niveau de la pandémie Covid-19 dans le pays. Bon, sa question peut avoir deux aspects. Le niveau en termes de cas confirmés aujourd'hui, le niveau de la pandémie aussi, en termes de l'évolution de la maladie. Je pense que c'est vrai, le site du gouvernement donne tous les jours le niveau de la pandémie au Togo, puisque les chiffres que moi j'ai à ma disposition avant d'arriver ici parlent de 153 cas confirmés dans le pays
avec 10 décès et 87 guéris, 57 cas actifs présentement au Togo. Et la maladie évolue la pandémie évolue depuis le 5 mars dans notre pays. Nous avons connu des pics dus aux travaux de dépistage systématique lorsque il y a eu des entrées de voyageurs sur notre territoire. Et donc, aujourd'hui, comme nous l'avons dit, la courbe évolutive au niveau de Lomé commune est en train quand même de montrer une certaine décroissance. Mais malheureusement, grâce à la porosité de nos frontières, malheureusement, des cas encore arrivent des pays voisins et nous font redouter l'évolution de la maladie à l'intérieur. Et c'est ça qu'il nous faut arrêter au plus tôt. Donc, vu l'évolution de la situation aujourd'hui, quelle doit être la consigne? Est-ce qu'on continue avec les mêmes mesures de protection, les mesures barrières? Est-ce que vous envisagez dans les jours à venir d'autres façons de se tenir contre cette maladie, contre cette pandémie, docteur Agobli? Les mesures barrières, si elles sont respectées, elles sont efficaces dans la riposte. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Oui, les mesures barrières font partie d'un ensemble de mesures. Donc, c'est le respect de l'ensemble de ces mesures, justement, qu'il faut encourager. Donc, je pense que chacun a tout intérêt, je dis bien chacun a tout intérêt à cette autodiscipline et pour que très rapidement nous puissions sortir la tête de l'eau. Les mesures barrières, c'est le port de masque ou de cache-nez, la distanciation, le lavage des mains, et puis l'utilisation des mouchoirs, l'utilisation du pli du coude pour tousser et la gestion de ces bavettes, de ces masques-là, remplacer les bavettes, les masques en papier au moins 3 fois par jour. Est-ce que la distanciation physique, est-ce qu'elle est toujours d'1 mètre? Parce que on voit parfois des affiches qui parlent de 2 mètres. Est-ce que cette distanciation a évolué entre-temps? Jusqu'à présent, je pense que c'est le mètre qui est préconisé. Mais je pense que autant que possible, il ne faut pas rester, il ne faut pas trop s'approcher les uns des autres. Au moins 1 mètre, garder cette distanciation, puisque on sait que après un éternuement, le virus peut rester quand même suspendu dans l'air quelques moments. On parle même de 3 heures de temps. Donc autant que possible, et surtout que les rassemblements sont limités. Je pense qu'il faut vraiment respecter cette distanciation sociale. Vous êtes à 2 mètres de moi, donc ça me rassure pour le moment. Et surtout que personne n'a encore éternué ni toussé. Il suffit que je le dise, qu'on racle la gorge. 92, 86, 36. 92, 86, 36. Alors, quelle est l'évolution en ce qui concerne la réouverture des frontières terrestres? Vous êtes plus à l'hôpital qu'au niveau des frontières, mais est-ce que vous avez, étant membre du comité de riposte, est-ce que vous avez des informations sur nos frontières, docteur Agobli? Non, je n'ai pas suffisamment d'informations sur nos frontières, mais il y a déjà un constat. Vous avez vu avec le déconfinement dans certains pays voisins, la plupart des cas enregistrés ces derniers temps-ci viennent de ces pays et à la faveur de la porosité de certaines de nos frontières ont pu s'infiltrer. Et ceci, c'est l'occasion justement d'inviter nos citoyens, nos concitoyens à pouvoir alerter les autorités sanitaires, les autorités locales, de façon à ce que quiconque a eu à voyager de l'extérieur vers le Togo puisse être signalé, que les mesures idoines soient prises pour une bonne surveillance. Ce n'est qu'à ce prix que nous allons pouvoir
véritablement endiguée. On va prendre les dernières questions. 90 18 11, 90 18 11. Selon les dernières informations, le Covid-19 ne donne pas une pneumonie, mais plutôt une inflammation et une agglutination du sang dans les organes, dont les poumons. Il est donc recommandé des anti-inflammatoires, contrairement au protocole actuel. J'ai l'impression que c'est une personne avisée qui parle. Docteur Tossa, est-ce que vous êtes au même niveau d'information? Je pense que cette personne est très, très informée. Et fort heureusement aussi quand même que même l'azithromycine, qui est un antibiotique qu'on préconise, on le préconise pour des cas de surinfection, pas pour lutter contre l'effet du Covid-19 dans les poumons. Et je pense que les informations que nous avons sont en train d'évoluer et la personne est très bien informée en tout cas. Mais bon, moi j'ai besoin d'un peu plus d'explications, docteur Agboubli. Qu'est-ce qu'il appelle les pneumonies? Une pneumonie, c'est une infection du poumon. Et c'est dû, ça peut être dû à un virus, tout comme ça peut être dû à une bactérie. Les microbes, c'est classé en ces grandes catégories. Et lorsqu'il parle d'inflammation, nous avons également tous lu, on est au courant de ces nouvelles approches qui ont justement permis d'améliorer la prise en charge au niveau des réanimations. Les médicaments qui, au début, étaient interdits ou bien étaient risqués, aujourd'hui, on arrive facilement à pouvoir les utiliser. Je pense qu'il est à jour de connaissances et ceci n'est pas en contradiction avec la pratique dans nos formations sanitaires, du moins au niveau de Lomé commune, où les équipes sont avisées et ils font du bon boulot. Mais il est en train de dire qu'on doit administrer aussi des anti-inflammatoires. Oui, justement, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est que nous savions quand même que l'effet du Covid-19 sur le poumon, c'est un effet, ça c'est connu depuis la Chine, depuis les cas de la Chine, c'est connu que le fait inflammatoire est très important. Mais quel est l'inflammation peut provenir d'une infection, ça peut provenir aussi d'une allergie, un mécanisme auto-immun aussi. Donc, l'inflammation n'est qu'une conséquence. Mais qu'est-ce qui est à la base de l'inflammation? C'est ce qu'il faut déterminer et donc faire le traitement qu'il faut. Donc, le traitement anti-inflammatoire, s'il y a une inflammation, il faut un traitement anti-inflammatoire. Mais aussi, quel type de médicament utiliser, quel effet que cela va avoir sur le mécanisme, tout ça là, c'est assez complexe. On aimerait savoir le rôle actuel des médecins cubains au Togo. Sont-ils nécessaires, docteur Agboubli? L'équipe médicale cubaine qui est arrivée est bien intégrée dans le corps du personnel soignant intervenant au CHR Lomé commune. Et ils ne sont pas forcément arrivés parce que le Togo est débordé. Il y a du personnel qualifié, du personnel outillé, mais ceci doit plutôt être vu dans le sens d'un partenariat et dans le sens également de partage d'expérience. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Ils sont là, ils travaillent avec nous. Ceci n'a en aucun cas gêné qui que ce soit. Nous apprenons d'eux tout comme ils apprennent de nous. Il y a un téléspectateur qui nous dit que les chiffres en cause concernant le Togo, dont on a parlé tout à l'heure, et qui circulent sur les réseaux sociaux, concernent le Mali, une situation du 8 mai. C'est donc une confusion de la part de la journaliste qui a attribué au Togo près de 600 cas. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, quelques questions encore. On soit le table, s'il vous plaît. Prenez soin, comment on dit, dans le traitement de la maladie. Non, c'est la question est un peu confuse. On va retourner donc à la conclusion de notre émission. Donc, au vu de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, comment peut-on résumer la situation? Une situation sous contrôle au Togo, mais prudence. Vous l'avez bien dit, elle est pour le moment sous contrôle
mais nous ne devons pas trop vite aller en besogne. Et ceci pour dire que dans certaines localités, il y a encore des gens contaminés qui hésitent ou du moins qui sont réticents à se faire prendre en charge. Covid-19 aujourd'hui doit être considéré comme du feu. On ne peut pas le mettre sous soi et s'asseoir. Donc je pense que ces personnes qui sont réticentes mettent à mal leur famille, leur communauté. La prise en charge aujourd'hui, elle est gratuite. Elle est gratuite dans toutes les formations sanitaires dédiées à la prise en charge du Covid. Les soins sont gratuits et je ne vois pas l'argument que l'on puisse poser pour éviter d'aller à l'hôpital. Donc, mon dernier mot, comme vous êtes en train de le demander, c'est de remercier, d'encourager le personnel soignant qui se bat. Ils font du bon boulot, la nation leur est reconnaissante. Et c'est également remercier le gouvernement parce que notre action ne pourra en aucun moment être efficace si nous n'avons le soutien et l'appui. L'appui est aussi bien sur le plan moral que matériel du gouvernement togolais. Donc cet effort mérite d'être conservé et Covid-19 a permis de voir les manquements que nous avons à certains postes et je pense que nous tous nous avons intérêt à colmater ces brèches. Merci à vous d'être passé pour cette émission, docteur Tossa, docteur commandant Agbobli. Nous aurons l'occasion donc de revenir sur ce sujet, d'autres plateaux consacrés au Covid-19 et vous pouvez continuer par envoyer vos questions concernant cette pandémie tous les jours. Ouvrable de la semaine du lundi au vendredi. Vous avez une émission spéciale à partir de 21h qui vous répond avec un spécialiste à vos différentes préoccupations. Nous arrivons donc à la fin de notre forum de cette semaine. Merci de votre aimable attention. Dans un instant, une nouvelle édition du journal. À très bientôt.